Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour les résultats de ce sondage que nous avons organisé avec Mayolek sur votre notation des films Disney de 1967 à 2000. Salut et bienvenue pour de nouveaux résultats de sondage. Vous avez été nombreux à participer, ce coup-ci 360, ça fait plaisir, merci énormément. Après c'est un sujet qui part, les films Disney de la période du déclin à l'âge d'or, le nouvel âge d'or des années 90 qu'on a eu, c'est vraiment les films qui parlent le plus, surtout les films des années 90. Et donc c'est assez normal que beaucoup de gens veuillent participer. Deux, trois petites choses avant de commencer la liste. D'une part, on a rapidement repris le fait qu'on a mis Dingo et Max alors que c'est pas un film Disney Animation Studios, c'est vrai. Après, je vous cache pas que c'est un peu Hugo qui a insisté pour le mettre. Je lui dis ok, pourquoi pas. De toute façon, quand on traitera les suites Disney Toon à un moment donné, ce sera ça de fait. Voilà. Ça donne un chiffre rond aussi. Donc, ça me dérangeait pas de l'inclure en plus, mais oui, il est un peu à part du reste, c'est vrai. Ensuite, oui, c'est un petit truc que je compte faire à chaque fois qu'on fera un petit sondage notation, c'est-à-dire dire quel film a été le plus voté, quel film a été le moins voté. Et donc, le plus voté, sans grande surprise, ça aurait été Le Roi Lion, avec 356 votes sur 360, et que 4 personnes qui n'ont pas voté pour ce film, qui n'ont pas donné de note. D'ailleurs, ça me surprend que, c'est comme la dernière fois avec les premiers films Disney, il y a aucun film qui a reçu des notes de la part de tout le monde. Si ça se trouve, il doit y avoir quelques personnes, je pense, et qui se rendent dans le sondage juste pour noter quelques films, les films qui les ont marqués, et puis après, ils s'en fichent un peu du reste. Ça me surprendrait pas que ce soit le cas, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les 360 votes totaux pour Le Roi Lion. Et le moins voté, pas très étonnamment, c'est Fantasia 2000 avec 199 votes. Et oui, c'est assez compréhensible. C'est comme avec Fantasia, un type de film que les amateurs occasionnels de Disney, même pas forcément occasionnels, iront pas voir forcément. Et je comprends aisément que ce soit le moins noté du lot. Quoi qu'il en soit, j'ai pas grand chose à dire. On va revenir sur cette période-là. Il y a quelques films dans l'eau que j'ai pas traité en Disney Film ce coup-ci, donc je vais peut-être essayer de m'apesantir un peu sur eux, même si de toute façon ils auront droit à leur Disney Film. C'est parti, et on commence avec le bon dernier et le seul à ne pas avoir eu plus de la moyenne. Les aventures de Winnie l'ourson. Vous avez mis une moyenne aux alentours de 7, je vais lui mettre 7 sur 20 tout simplement parce que j'ai vu ce film donc je voulais le noter, mais j'ai pas de grands souvenirs. Je pense que si je le reverrai, je mettrai moins que 7 sur 20, mais voilà, pour pas trop baisser la moyenne, pour rester dans les clous, je mets la note de 7. Honnêtement, Dingo et Max mériterait plus d'être qualifié de film d'animation Disney Animation Studios que ça. Parce que, on va dire un truc par rapport à ça, mais quand on va critiquer un petit peu ce genre d'histoire, trois en une, où il y a juste une petite histoire qui a aucun lien précis, profond avec la seconde, puis aucun lien précis, profond avec la troisième, le film qui a démarré tout ça, c'est les aventures de Winnie l'ourson. Ça suit le schéma des pires schémas Disney Toon qu'on a eu. Trois petites histoires indépendantes. Ça suit un petit peu la continuité parce qu'il y a des petits changements qui se passent, mais en dehors de ça, ouais, c'est trois petites histoires insignifiantes, sans intérêt. Et comme j'ai dit, complètement pour gamins. Je suis vraiment prêt à défendre des films comme Dumbo et La Ferme se rebelle comme étant des films quand même légèrement pour les adultes. Ça reste des films familiaux. Voilà, on peut regarder ça en étant adulte et en profiter un petit peu. Je ne vois pas comment on peut apprécier ça en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, pris par la nostalgie de son enfance peut-être, mais en tant qu'adulte, je ne vois pas une seule microseconde comment on peut apprécier ce film. Tellement le ton est gamin et ça vole pas haut du tout. Déjà enfant ça me saoulait. Enfant ce film ne m'a pas plu. Alors quand on est enfant et qu'on a des goûts beaucoup plus légers, beaucoup moins exigeants que quand on est adulte, quand ça nous plaît pas un truc, alors soit c'est un truc à Le Bossu de Notre-Dame où c'est trop mature pour nous, soit c'est que c'est vraiment naze. Et c'est vraiment naze. Les aventures de Winnie l'ourson. Ah punaise. Donc ouais, je l'ai encore moins bien noté que ça tout à fait personnellement. Ensuite, Taram et le chaudron magique, je vais lui mettre aussi une note de 10 sur 20, donc plus que vous, plus que Mayo. Ce film, je l'ai vu il y a une bonne dizaine d'années maintenant et il ne m'a pas paru être un mauvais film. Il y a des bons éléments,
même si l'animation est catastrophique, ça je reconnais, c'est pour ça que je lui mets pas plus. Mais le scénario passe assez convenablement. Après, il y a aussi les personnalités de deux de nos plus gros protagonistes, Taram et puis Gurki. Voilà, la personnalité est assez insupportable, donc je peux comprendre que ce film ne plaise pas. Mais pour moi, il passe à peu près. Alors, avant-dernier du lot, à ma grande joie, Taram et le chaudron magique, avec une note légèrement supérieure à 10. Ouais, je m'attendais bien à ce que ça aille pas beaucoup plus bas que ça. J'ai déjà dit tout ce que je pensais du film. En termes de narration, c'est n'importe quoi. Ça raconte un truc basique qui peut être pas mal, mais c'est tellement mal foutu pour moi. Tellement mal fichu en termes de narration. Que ça mérite pas d'être reconnu comme une espèce de classique à retardement. Ah, il a été mal jugé à sa sortie, maintenant il vaut plus que ce qu'on a jugé, comme d'autres films genre Tron ou The Thing. Non, non, ça vaut pas cette considération-là. Totalement pas pour moi. Donc, ouais, je comprends les gens qui peuvent apprécier l'ambiance un peu morbide que ça offre, mais ça n'a rien de transcendant à offrir à part ça personnellement. Ensuite, nous avons Dingo et Max, donc le seul film non Disney Animation Studios. 9 sur 20. Alors, contrairement à Mayo, je préfère Dingo et Max 2. Dingo et Max 1 ne m'a laissé aucun impact. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. J'étais beaucoup plus jeune, ça remonte il y a une quinzaine d'années. Et je suis pas sensible, voilà, à l'histoire. Alors peut-être que si je le reverrais maintenant avec les histoires d'amour et tout, ça me parlerait. Enfin, l'histoire d'amour Max et Roxane, ça me parlerait un petit peu plus qu'à l'époque. Mais voilà, en me basant sur mes souvenirs, ce film ne m'a laissé aucun impact. C'est un film qui montre très correctement une relation père-fils avec des moments un peu émouvants et des petites chansons qui agrémentent ça et qui sont plutôt entraînantes et mémorables. C'est pas un film transcendant, mais il n'y a rien de très mauvais à redire à part quelques petites scènes ci et là qui font que ouais, c'est pas non plus un film génial ou particulièrement énorme ou quoi que ce soit, mais c'est un film vraiment pas mal et il mérite plus que cette note-là, tout à fait personnellement. Ensuite, nous avons Oliver et compagnie avec une note à peu près similaire à celle que je lui ai donnée à moi-même. Note de 7 sur 20, alors moins que vous, tout simplement parce que c'est un peu comme les Aristochats Empire, il n'y a pas la bonne bande originale, je reconnais que le personnage de chaton d'Oliver est mignon, mais ça reste une très pâle adaptation de Oliver Twist. Donc voilà pourquoi je lui mets cette note de 7, c'est vraiment un film à regarder si vous avez vraiment rien d'autre à faire. Bon, déjà, ça me conforte de voir que la majorité des gens qui votent ont un avis similaire au mien, semble-t-il. Vu que, ouais, il n'a pas une moyenne faramineuse, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu le défendre en disant que c'est un film vraiment pas si mal que ça et sympa et tout. Alors que moi, non, il est juste acceptable sans plus, voilà. Ah bon, t'as déjà dit tout ce que j'avais à dire dessus, hein. On passe donc au numéro 16 avec Bernard et Bianca au pays des kangourous, le deuxième opus. Je lui mets la note de 10 sur 20 tout simplement parce que je n'ai vu ce film qu'une fois. Il m'a pas laissé un fort impact et il m'a pas non plus laissé non plus voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu 1h30 de ma vie. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est légèrement étonnant de le voir derrière Bernard et Bianca 1 parce que j'entends régulièrement les gens dire que c'est une nette amélioration par rapport au premier film, etc. etc. C'est une gemme sous-cotée et mériterait d'être mieux connue. Et ouais, il est légèrement meilleur que le premier pour moi. Pour des raisons un peu particulières. C'est-à-dire que en termes de qualité globale d'histoire de personnages, c'est à peu près équivalent. Pour des raisons un peu différentes, j'aurai l'occasion d'en parler dans pas très longtemps, hein, puisque en janvier on va s'attaquer au film Bernard et Bianca. Et la seule chose qui met ce film un peu au-dessus du premier, pour moi, c'est son animation qui est assez somptueuse, je le reconnais, un très beau film en animation 2D. En dehors de ça, oui, c'est comme Bernard et Bianca, j'ai pas énormément de trucs géniaux à dire dessus, je trouve pas que c'est un film transcendant en soi, et ouais, je lui aurais mis une meilleure note que ça personnellement, mais je comprends qu'il soit pas aussi superbement placé. Après, nous avons les Aristochats. Je vais lui mettre la note de 9 sur 20
tout simplement parce que c'est un film moyenasse, vraiment lent dans son exécution, très peu de moments marquants, la musique est assez agréable, c'est ce qu'on peut retenir de points agréables à ce dessin animé, c'est qu'il est, voilà, qu'il est doté d'une bande originale assez agréable et qu'il est plutôt mignon. Mais je ne dirais pas non plus que c'est un grand film, il ne m'a pas marqué du tout. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait même plus que ça. Le nombre de personnes qui l'ont défendu en commentaire. Oui, j'ai pas grand chose à dire de plus que Hugo là-dessus. C'est sympa pour ses chansons, pour un personnage vraiment sympathique, qui a une bonne évolution. Sinon, c'est assez plat comme histoire. Pas mal de trucs un peu ridicules qui gênent le récit. Je trouve vraiment pas que c'est un film sensationnel. Et c'est l'un des moins réussis des classiques Disney, personnellement. Après, donc, on tombe sur le moins voté du lot à Fantasia 2000. 12 sur 20, alors c'est difficile à évaluer et je le vois, vous avez été un peu, à peine plus de la moitié à l'avoir noté. Il y a des segments qui sont pas super. Il y a un segment qui me plaît, c'est celui de Rasputin Blue, voilà, où on montre comment tout le monde est déchaîné dans la ville. C'est vraiment ce segment-là qui m'a beaucoup plu. Les autres me laissent un peu moins, un peu plus sur ma faim. Mais ce segment-là, rien qu'à lui seul, réussit à justifier la moyenne que je donne à ce film. Sans grande surprise, il a une note moyenne un peu plus faible que Fantasia lors du sondage d'il y a 3 mois. Ça ne m'étonne pas, hein, on dit toujours que Fantasia est meilleur que Fantasia 2000. À nouveau, hein, d'un point de vue tout à fait personnel, c'est l'inverse, mais c'est parce que je fais moins gaffe au côté respect de l'art, de la musique classique, et plus gaffe au côté qu'est-ce que ça raconte, est-ce que c'est palpitant à suivre. Et oui, pour moi c'est un peu plus palpitant à suivre Fantasia 2000, globalement parlant. C'est pour ça que oui, je lui ai mis une note un peu supérieure à ça. Mais bon, c'est déjà sympa de ne pas l'avoir dans le panier du bas. Ensuite, Roxy Rookie, je vais lui mettre la note de 10 sur 20, tout simplement parce que là, pour le coup, même si c'est aussi un film émotion, il ne me touche pas. Et quand un film se base surtout sur l'émotion et qu'il ne vous touche pas, et ben, ça coule un petit peu. Malgré tout, je ne vais pas non plus lui mettre en dessous de la moyenne parce que je lui reconnais certaines qualités, un scénario qui passe convenablement. Après, pour moi, Roxy Rookie, c'est un petit peu, comment dire, un équivalent de Bambi 15 ans après. Tout simplement parce que voilà, ça tient énormément sur une scène, la scène de la séparation. C'est un peu le pic d'émotion du film, comme la mort de la mère de Bambi dans Bambi. Donc ça ne m'a pas énormément touché. Et faire un film voilà, basé sur vraiment une seule scène comme ça, une seule scène vraiment d'émotion, je trouve ça légèrement dommage. Après, comme je l'ai dit, je ne me mets pas en dessous de la moyenne parce que il a certaines qualités. Ça fait un petit moment que je l'ai plus vu ce film. Je me souviens majoritairement du gros moment qui m'a gonflé entre Rox et Vixie et de quelques petits moments un peu touchants entre Rox et Rookie, hein, parce que c'est quand même un petit peu important ça. En dehors de ça, aucun personnage secondaire m'a grandement marqué ou quoi que ce soit. Et ouais, donc j'aurais pas grand chose à en dire tout de suite par rapport à mes souvenirs. Il est pas mal sans plus. Faut voir un petit peu, quand je referai la critique et que je me le reverrai en détail, qu'est-ce qui se démarque le plus et qu'est-ce qui laisse le plus sa marque entre les bons moments de rapprochement entre Rox et Rookie et les moments un peu plats de perso secondaire et la romance chiante entre, entre Rox et l'autre renard. On verra bien un petit peu comment ça se contrebalance tout ça pour me faire une note définitive. Ensuite, nous avons donc le premier, Bernard et Bianca. Alors là, je vais mettre une meilleure note que vous, bien meilleure, je vais mettre une note de 15 sur 20. Pourquoi? Parce que les thématiques abordées dans ce film me touchent, notamment les thématiques de la solitude. On a une fille qui est orpheline et qui se sent seule, et ça, je trouve vraiment que c'est très touchant. Bon, il y a la musique, évidemment, que je vais pas rappeler à notre ami Mayo, ça le touche beaucoup. Moi aussi. Et j'apprécie vraiment bien l'exécution de ce film. Après, évidemment, il y a des moments lourdains, comme dans tout Disney de cette époque. Mais je trouve que ça n'atténue pas le côté vraiment émotion de ce film. C'est un film qui me touche énormément.
le premier Bernard et Bianca qui, en termes de thème, est quand même plus prenant que Bernard et Bianca 2. Je trouve que Bernard et Bianca 2, ça arrive à compenser son histoire par certaines choses qu'il fait mieux. Donc c'est pour ça que en termes d'histoire et de personnage, ça se voit à peu près, c'est à peu près équivalent. Mais oui, Bernard et Bianca, il y a énormément de choses qui me plaisent en termes de thème. Et la chanson principale à nouveau, hein, ça me fait toujours tirer la larme. Mais il y a énormément de passages tellement superflus, de persos secondaires ridicules qui viennent s'immiscer là et qui plombent le tout, qui font que c'est pas un film qui va beaucoup plus loin que correct pas mal, personnellement. Et ouais, vous attendez pas à ce que je sois dithyrambique dessus. Après, j'aurais pas. Je sais même pas si je vais faire une critique au détail dessus parce que c'est assez simple à résumer ce qui va pas trop chez moi. Hein, et ce qui fait que voilà, il dépassera sans doute pas les 12 personnellement. Après, à nouveau d'après mes souvenirs, hein, il y a toujours un côté regard neuf à prendre en compte. Une note de 13 sur 20, donc un peu plus que vous. Pourquoi? Parce que j'apprécie le parti pris de ce film. Alors il y a de l'humour, peut-être parfois que l'humour est assez lourdingue, notamment autour du prince Jean, mais je reconnais surtout une qualité à ce film, c'est qu'il est l'un des premiers Disney à autant représenter de l'action, notamment dans les scènes de bataille, et je trouve ça assez sympa. J'aurais pas grand chose à dire de plus que Hugo à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est un film très divertissant, très fun, et qui n'a pas de grandes prétentions, et à partir de ces petites prétentions, il arrive à faire quelque chose de bien réussi. Pas extraordinaire, pas sensationnel, mais bien réussi quand même, ce qui fait qu'il reste sympathique, et, et qui vaut un petit peu plus que ça pour moi, contrairement à d'autres qui essayent d'aller loin et qui se vautrent royalement personnellement. Et bon, ça, vous avez une petite idée de quoi je parle depuis le temps. Et sinon, j'aurais pas grand chose de plus à dire pour le suivant également. Basile, détective privé. Je lui mets la note de 13 sur 20, donc un petit peu plus que la moyenne des notes que vous lui avez mis. J'apprécie ce film tout simplement parce qu'il représente un style que j'aime beaucoup, les polars, entre guillemets. Bon, faire un polar pour enfants c'est assez compliqué, mais Basile détective privé s'en sort plutôt pas trop mal. Il y a des bonnes scènes d'action, notamment le combat final avec Ratigan. Certes, on peut trouver cela surjoué, mais pour moi, ça passe nickel. À nouveau, Hugo résume bien ma pensée. Des personnages vraiment sympathiques, surtout nos deux adversaires, Ratigan et Basile. Après, en dehors de ça, il y a un ton qui oscille entre le puéril et le mature. Et ouais, ça empêche de grandement apprécier ça, mais ça reste bien. Voilà, et maintenant on va tomber dans le top 9 et vous allez voir une grosse différence de notes puisque on saute de 2 points là quasiment. Donc ouais, là on va tomber dans les 9 grands films de la période de l'âge d'or, ceux qui ont le plus marqué, c'est-à-dire tous les films des années 90 en dehors de Bernard et Bianca 2. Qui a été oublié plus ou moins à juste titre, je dirais. Moi aussi, je trouve que c'est le moins marquant de cette décennie en termes de films. Et donc, on commence avec le moins classé de cette période, c'est-à-dire Oh, Petite Sirène. 12 sur 20, c'est un bon film, mais je n'en suis pas fan. Pourquoi je n'en suis pas fan? L'héroïne, Ariel, est une très bonne héroïne, je le reconnais. Mais il y a tout le pataquès à côté. Je trouve que les personnages, notamment pas de Triton, de Sébastien et d'Oreca, sont vraiment surjoués. Voilà, ils auraient gagné à être un petit peu plus discrets. Pour moi, ils m'empêchent un peu d'entrer dans le film. La bande originale est bonne, ça va, même si je préfère moi la Petite Sirène 2 sur pas mal d'autres points. Le personnage du roi Triton, je l'apprécie. Pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Même si le troisième opus de la série l'a un petit peu, comment dire, atténué. Le prince Eric, bon ben voilà, il me ferait repenser au prince des années 30, 40, 50 où voilà, c'était juste une potiche. Et ben là, le prince Eric, c'est une potiche et je vous parle même pas de son adaptation dans le deuxième film. Donc voilà, il y a trop de défauts pour moi pour que ce film soit considéré comme un must, même si je le reconnais certaines qualités. Là, je vais être assez d'accord, Eureka et Sébastien sont pas les meilleurs sidekicks existants, tout à fait personnellement. Ils restent sympathiques, mais c'est pas les meilleurs sidekicks existants. Mais c'est pas ce qui fait que j'aime vraiment sincèrement ce film. J'aime vraiment beaucoup le caractère d'Ariel, ce qu'elle traverse. On sent vraiment sa passion. Et Ursula est une méchante géniale.
Triton, un personnage de parent comme on a vraiment très rarement vu avant, enfin dans les films Disney en tout cas, et c'est ce qui fait que pour moi il se démarque un petit peu du lot. C'est un peu un précurseur, celui qui a vraiment lancé le renouveau de la formule Disney réellement dans les années 90, la petite sirène, sachant qu'il est sorti il est sorti en 89, j'ai élargi les années 90, nous sommes d'accord. Et ouais, c'est pour ça que pour moi il est légèrement au-dessus d'une bonne partie des films de cette décennie, parce que il y a un côté précurseur que je lui trouve, alors que je ne trouve pas dans d'autres films qui ont su bien recopier la formule en créant des histoires très sympathiques à suivre. C'est pas pour rien qu'il y a une grosse partie de ces films-là qui sont dans mon top 10 des meilleurs films Disney Animation Studios, hein, c'est vrai. Pocahontas, je vais mettre la note de 12 sur 20. C'est un film que je n'apprécie pas trop, même si je lui reconnais certaines qualités, notamment dans les chansons. Mais les dessins, les formes un peu angulaires me plaisent pas trop. L'histoire est, je sais pas, j'aurais du mal à expliquer ce que je n'apprécie pas dans ce film. C'est juste que là, c'est vraiment purement subjectif. Ça ne me plaît pas, ça ne me touche pas énormément. Après, je ne veux pas le sanctionner parce que je le sais que c'est un bon film. Mais il ne me touche pas personnellement. Une chose intéressante à noter par rapport à cette liste, c'est de faire le comparatif avec la première liste qui a été faite, le tout premier sondage qu'on a lancé avec Hugo. Je rappelle que c'est lui qui avait proposé ça à la base. Il s'est dit, tiens, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un sondage pour voir un petit peu ce que pensent les gens qui te suivent des films animés Disney. Je me suis dit, ouais, ça a l'air cool. Ça a lancé ça, et puis maintenant on en est à 16, 17 vidéos sondages, c'est super cool. Non, bon, qu'il y a quelque chose par rapport à ça, mais bon, c'est intéressant de comparer maintenant ces résultats avec ceux-là, puisque bon, on se retrouve dans les 9 premières positions, les 9 films classiques de la période de l'âge d'or, alors que dans le top 11, il y avait également ces 9 films de la période classique de l'âge d'or dans vos films Disney préférés. Donc oui, c'est vraiment des films qui sont ancrés, hein, pour vous, c'est évident. Et c'est intéressant de voir l'évolution des choses et de montrer comment les deux systèmes d'attribution de place ont amené des différences, et peut-être le temps également et le nombre de participants. J'imagine qu'il devait y avoir moins de participants pour le premier sondage, et donc ouais, la petite sirène était déjà classée au-dessus de Pocahontas avant, mais Pocahontas est classée au-dessus de la petite sirène, et vous verrez qu'il y aura d'autres changements de ce genre-là au fur et à mesure. Et donc ouais, Pocahontas, j'aime bien. Voilà, c'est pas extraordinaire, il y a des choses à dire. Je trouve sincèrement que le temps qu'on perd avec ces personnages sidekicks est vraiment horripilant. On peut se plaindre de Sébastien, Polochon et Eureka, mais au moins quand ils apparaissent, ils jouent vraiment un rôle dans l'intrigue, quoi. Ils sont pas là juste pour faire les pitres dans leur coin. C'est un gros problème. Miko et Percy, ils font les pitres dans leur coin, et au bout d'un moment, on essaye de relier vaguement ça à l'intrigue principale sans que ce n'ait le moindre point, en fait. Ils font perdre du temps, cela, et c'est un gros problème. Il y a pas mal de petits problèmes sous-jacents à ça, mais c'est vraiment le problème central que j'aurais à qualifier dans ce film, c'est ça, quoi. C'est la perte de temps très puérile qu'on crée autour des animaux qui ne servent à rien. Alors que oui, Sébastien, il sert à quelque chose au moins lui. Même s'il peut être il peut être un petit peu excessif et peut-être un poil saoulant par rapport à ça, je le reconnais. Là, dans Pocahontas, j'ai beaucoup plus de mal. Ensuite, on passe à Hercule. Je lui décerne la note de 16 sur 20. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un film qui aborde, un peu comme Aladdin, une civilisation hors du mode de vie occidental, donc c'est un peu le côté aventureux du film, qui est assez intéressant à voir. Il y a des personnages attachants, hein, les personnages du méchant notamment, qu'on adore, plus qu'on ne devrait. Le personnage du Phioctète qui me fait un peu penser à certains aspects au personnage du génie, bon, sauf qu'il n'y a pas de super pouvoir. Pégase, qui est un bon équivalent à Abu, je trouve même meilleur. Il ne parle pas, on comprend pas ce qu'il dit, mais dans ses mimiques, voilà, il est assez intéressant. Le personnage féminin est encore plus réussi dans Hercule pour moi avec Megara que Jasmine. La bande son déchire, donc voilà, beaucoup de bons aspects. Après, comme l'a dit Mayo dans sa critique, le scénario
est parfois un peu facile, hein. On peut se poser pas mal de questions, mais bon, dans un univers mythique, on peut faire ce qu'on veut. Hercule qui était mieux classé que ça dans le tout premier sondage. Euh, Là, on part vers une note qui correspond à peu près à la mienne, hein. Je vais lui donner 15 sur 20, je le pense encore. Très bon personnage, très bonne ambiance, humour décapant, musique géniale, histoire qui pêche beaucoup, scénario qui pêche beaucoup, beaucoup. Et c'est le souci, c'est le souci, c'est vraiment dommage. Mais ouais, c'est pas parce qu'il y a un truc qui pêche beaucoup qu'on peut pas ne pas apprécier grandement ce qui est réussi. Il y a énormément de choses qui sont réussies, qui font que j'adore sincèrement ce film et que je me regarde régulièrement. Numéro 6, et alors là j'en suis tombé des nues, Le Roi Lion. Il est même pas dans le top 5 alors qu'il était numéro 1 dans le premier sondage. Alors, juste un truc par rapport à ça. Avant de parler rapidement du film, comme je l'ai déjà parlé quelques fois, j'espère que la raison à cette note petite, parce que 15,26 c'est quand même pas mal, hein, on va pas non plus dire que c'est de la merde, j'espère que cette note n'est pas due à une abondance de gens qui se sont forcés à voter 0, 1, 2, 3, une connerie comme ça, juste pour baisser la note exprès pour le couler le film. J'espère que vous n'avez pas eu ce genre de réaction là. J'ai vraiment pas envie qu'on tombe dans ces travers-là. Je veux que vous soyez sincère avec ce que vous pensez réellement du film. Bon, après, j'aurais moins de scrupules si, au cas où ça se ferait, si à côté de ça, il y avait également eu énormément de gens, un gros noyau de gens qui auraient voté direct 20 sur 20 en disant que c'est un film super parfait, il n'y a rien à redire. Et à nouveau, hein, je trouve sincèrement qu'on a tendance à complètement passer outre les problèmes qu'on peut voir dans un film. Je lui mets la note de 17 sur 20, c'est mon deuxième ou troisième Disney préféré. J'ai du mal à séparer Le Roi Lion et Pinocchio sur ce point. Mais Le Roi Lion, bon voilà, tout le monde connaît ce film. C'est le film qui a marqué des générations, la mienne y compris. Après, bien entendu, je sais que ça saoule dans les sondages de l'avoir toujours en tête. Mais bon, que voulez-vous, ça a marqué beaucoup de personnes. Donc pour moi, une note de 17 sur 20, j'apprécie tout. Même si le personnage de Simba enfant m'irrite un peu, et c'est pour ça que je suis pas aussi enjoué, que je lui mettrai pas 18, 19 ou 20. C'est vraiment le personnage de Simba enfant qui a une personnalité un peu irritante. Même chose pour Timon, voilà, c'est vraiment les deux personnages qui me déçoivent un petit peu. Sinon, tous les autres personnages, je les adore. Zazu, Pumba, Simba adulte, Nala, Scar, qui est pour moi le plus grand méchant Disney. Voilà, vraiment un excellent contenu pour tout ça. Les musiques sont excellentes, hein, avec deux de mes chansons Disney préférées, peut-être même mes deux chansons Disney préférées, que sont L'amour brille sous des étoiles et Soyez prête. Voilà, il y a vraiment énormément de bons points dans ce film. Mais là aussi, un peu comme Aladdin, je trouve que ça s'exécute un peu trop vite, notamment la scène de combat finale, qui aurait gagné à être plus développée. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je lui ai mis 15 sur 20, hein, pour ceux qui sont un peu curieux, j'ai mis 15 sur 20 à ce film, hein, je l'ai dit dans mon Disney Film 49 sur mes Disney Animation Studios préférés. J'ai hésité pour la place numéro 10 entre plusieurs films et celui-là, et étant donné que d'autres de ces films que j'ai déjà critiqués ont eu 15 sur 20, bah, il a logiquement 15 sur 20. Voilà, je reparlerai un petit peu de cette espèce de barre des 15 que je me suis un peu tacitement fixé depuis quelques temps, parce que vous avez peut-être remarqué que c'est une note que je dépasse pas souvent, le 15 sur 20, et il y a une raison à ça. Je ferai une petite mise au point là-dessus, très certainement à un moment donné. Mais ouais, donc je considère nullement que c'est un mauvais film, c'est un film réussi sur beaucoup de points, et ouais, je ne peux pas revenir sur les trucs qui sont un peu discutables, etc. J'ai pas arrêté d'en parler. Je suis content qu'il soit pas dans le top 5, même si j'espère que c'est pas juste pour des raisons un petit peu mesquines de il faut qu'on le coule à tout prix. J'espère que c'est pas juste ça, que ça vient vraiment de notes réfléchies qui ont réellement été données par rapport à ce qu'on ressentait vraiment. Pas juste des toutes petites notes qu'on s'est forcé à donner juste pour baisser le film. J'espère pas. Et ouais. Alors maintenant, on tombe dans le top 5. Et alors, c'est très intéressant parce que votre top 5, c'est à peu près le même que le mien à un tout petit détail près. Enfin bon, on commence avec numéro 5, Aladdin. Je lui mets la note de 16 sur 20.
donc un peu plus que vous. J'ai tout apprécié dans ce film, hein. Le héros, qui est peut-être même ce que j'apprécie le moins dans ce film, hein. J'aime pas un peu sa personnalité mythomane, mais ça reste tout de même un très bon héros. Les personnages, les sidekicks comme le génie ou Abu ou Yago pour le sidekick de méchant sont tous les trois bien réussis, même si bon, comme l'a dit Mayo dans sa critique, Abu peut paraître à certains moments comme un sous-Donald, hein, on comprend pas trop ce qu'il raconte, c'est un peu dommage. Le personnage du tapis, eh ben, pour une carpette, joue pas mal son rôle. Et bon, le méchant, je vais pas revenir là-dessus, un des plus grands méchants de Disney, pour moi aussi, une bonne personnalité, bien amenée, un doublage français excellent. Jasmine, très bon personnage féminin, et le sultan, eh bien, je l'apprécie pour son rôle du papounet gentil. Donc vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses à ressortir de ce film. Alors après, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher comme défaut? Je trouve que ça s'enchaîne un petit peu trop vite à certains moments, notamment vers la fin du film. Je trouve que voilà, ça aurait gagné à être un peu plus développé. Pour une fois, le film aurait gagné à durer 10 ou 15 minutes de plus, je pense. Une fois de plus, un film très simple dans son histoire et ses thèmes, mais qui a une vraie passion à traiter cette histoire et ses thèmes. Et c'est ce qui fait qu'on est pris dedans avec des personnages mémorables, etc., etc. Et c'est pourquoi il est dans mon top 10 des films Disney Animation Studio sans problème. Et je suis content qu'il se retrouve dans le top 5, il le mérite amplement. Il est même un petit peu moins bien noté que la note que je lui ai donnée, mais à nouveau, ça c'est un truc, j'y reviendrai, mais vous n'êtes pas allé non plus à des extrêmes énormissimes pour donner des notes. Il y a pas eu des 17 et des 18 sur 20 de moyenne dans cette liste. Ça atteint un espèce de seuil qui montre bien que, globalement en tout cas, vous n'êtes pas du genre à mettre des notes faramineuses à un film simplement parce que vous l'aimez. Vous êtes prêt à vous mettre un petit peu des seuils et à ne pas surnoter simplement parce que vous adorez, en ayant un esprit critique, globalement parlant, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir à voir. Ensuite, numéro 4, Tarzan. 17 sur 20, voilà, un très bon Disney. Les chansons, j'adore, hein, j'adore Phil Collins, donc après, bien évidemment, si on n'aime pas Phil Collins, c'est difficile d'apprécier la bande originale de ce film. On a le personnage de Tarzan qui est un très bon personnage, voilà, un très bon héros, qui a de la profondeur, hein. Je trouve que c'est le point qui le met un peu devant Aladdin et Hercule pour moi, c'est que là on a vraiment un personnage qui est attachant et qui a de la profondeur. La question de l'identité, je trouve que c'est une problématique intéressante, ça n'a pas vraiment été abordé dans les films précédents. Ensuite, les personnages autres sont bien réussis, hein, Kala, Kershak qui est pour moi la meilleure figure parentale, enfin le meilleur personnage de parent, mais il est très loin d'être le meilleur parent, ça je vous l'accorde. Kala qui est un personnage très réussi, le Monsieur Porter que j'apprécie également. Clayton est un bon méchant, un peu sous-estimé, je suis d'accord avec Mayo là-dessus. Mais voilà, donc il y a beaucoup d'aspects positifs dans ce film. Qu'est-ce qui me fait ne pas m'épanouir, ne pas, comment dire, m'extasier devant ce film? Tout simplement, certains moments qui tirent trop en longueur, hein, notamment autour des personnages de Tok et de Tantor. Voilà, c'est un peu lourdingue. Bon, il y a la scène, évidemment, la musique où il tape sur le laboratoire de Monsieur Porter qui est assez irritante. Mais bon, tout ça ne gâche pas la prestation globale d'un très bon film. Film fort, super personnage, petit problème que Hugo a bien précisé, que j'ai déjà précisé à plusieurs moments. Content qu'il soit dans le top 5 parce que c'était pas forcément donné, il n'était pas si bien placé que ça dans le premier sondage, donc je suis content qu'il ait grimpé plus haut que ça fait vraiment plaisir. Et dans le même ordre d'idée, on a le Bossu de Notre-Dame. Je lui mets la note de 16 sur 20, donc ça correspond à peu près à votre moyenne. Je l'ai revu il y a pas longtemps, voilà, j'étais un peu comme Mayo, ce film, j'ai eu des périodes auxquelles je l'appréciais, d'autres beaucoup moins. C'était clairement pas dans mes Disney préférés quand j'étais petit, et maintenant, ben, il y est rentré. Peut-être pas tout à fait dans mon top 5, mais tout de même un très bon film. Euh, voilà, j'apprécie notamment le personnage du juge Claude Frollo, hein, qui est excellent, avec la chanson infernale que j'ai réappris grâce à vos réponses dans le sondage
sur les chansons de méchants, ça commence à remonter. J'ai appris à réapprécier cette chanson et vraiment voilà, je l'adore désormais. Les personnages voilà de Quasimodo, je suis pas super fan de Quasimodo parce que je trouve que sa situation est un peu trop exagérée dans le film, beaucoup plus il me semble que dans les autres interprétations, voilà, on s'apitoie encore plus sur Quasimodo. Après, c'est bien sûr le côté théâtral du dessin animé, son côté difforme, c'est fait exprès. J'adore en revanche le personnage d'Esmeralda, qui est mon personnage Disney féminin préféré. Tout simplement, voilà, pour sa malice, sa façon de se sortir des situations dans lesquelles elle s'empêtre. C'est vraiment, voilà, un bon personnage pour moi. Phébus, mi-figue, mi-raisin. Mais bon, tout ça mis ensemble avec une très bonne bande originale et Francis Lalanne qui interprète Quasimodo à la perfection, pour moi, ça reste un must Disney à voir. Et c'est là qu'on a la seule différence entre le top 5 que vous faites avec vos moyennes et mon top 5 personnel. C'est-à-dire que moi, j'aurais inversé Tarzan et le bossu de Notre-Dame. Voilà, mais ça, si vous avez suivi ma vidéo des meilleurs films Disney Animation Studios, mon top 10 Disney Film 49, vous devriez le savoir. Oui, je trouve Tarzan légèrement meilleur, de pas beaucoup, mais légèrement meilleur que le bossu de Notre-Dame, à titre personnel, même si le bossu de Notre-Dame reste génial. Hein, vraiment un conte très mature qui part quand même d'un roman qui est super mature, super sombre. Donc, ouais, ça a su capturer ça en lui donnant cette touche Disney. Et une fois de plus, je trouve que ça fait un merveilleux travail à le faire sans totalement dénaturer et cracher sur ce que représentait le roman d'un point de vue personnel. Alors je sais qu'il y a des gens qui seront peut-être un petit peu vexés de certains partis pris, et moi aussi il y a certains moments gag un peu forcés à la Disney qui gênent un petit peu l'immersion, mais c'est pas non plus horripilant et on n'insiste pas des masses dessus. Et vraiment, hein, c'est l'un des films Disney les plus matures de loin qu'on ait vu, et je suis vraiment content que ça ait une reconnaissance après toutes ces années. Je me souviens que à la sortie du film, il a été pas mal boudé en France, hein, parce que oui, c'était une adaptation du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, un roman mais dantesque, hein, ça représente grand chose, c'est une fierté nationale, hein, Victor Hugo et ce roman-là. Et donc ouais, le fait qu'il ait été adapté version Disney, où on ait pris des libertés pour rendre ça un petit peu plus léger, ça a été mal pris par certains. Depuis pas mal d'années maintenant, plus ça va, plus on reconnaît quand même que c'est un film qui a su ne pas dénaturer totalement l'œuvre et se montrer être un film très prenant en soi et très mature par rapport à ce que fait Disney d'habitude. Et je suis content qu'il ait reçu cette reconnaissance depuis quelques temps, ça fait sincèrement plaisir. Ensuite, en numéro 2, alors là c'est une grande amélioration par rapport au premier sondage, La Belle et la Bête. 14 sur 20. Je suis beaucoup moins enjoué que d'autres personnes sur ce film, mais je lui reconnais des qualités, notamment la bande originale qui est vraiment sympa. Le personnage de Belle, je l'apprécie, celui de la Bête aussi. Il n'y a pas vraiment de défaut à ressortir de ce film. Malgré tout, il ne m'attache pas comme pas mal d'autres films. Le personnage du méchant de Gaston est bon, c'est original, mais ça ne m'a pas marqué plus que ça. Donc voilà, ce film, je lui reconnaîtrai la qualité d'être un bon film, mais pas pour moi un film marquant. Je sais que pour pas mal d'autres personnes c'est le cas, et c'est pourquoi cette note, cette moyenne-là est justifiée, mais ça ne me touche pas tout à fait autant que d'autres. C'est intéressant ces sondages avec La Belle et la Bête parce que il y a des périodes et des moments où vous jugez certains personnages de façon un peu légère, c'est-à-dire vous dites pas que ce sont des mauvais personnages, mais vous les mettez quand même derrière d'autres personnages de films qui sont pas forcément jugés comme plus cultes, mais dans le sondage qui paraissent plus cultes en règle générale. Et de temps en temps, il y a ces espèces de petits moments où on met plus en avant La Belle et la Bête à 2-3 instants. Et je sais pas, depuis quelques temps, c'est plus exacerbé. On met plus en avant La Belle et la Bête dans les sondages, comme s'il y avait un nouveau noyau de votants qui se sont dit ouais, on adore La Belle et la Bête, on va le plus le mettre en avant. Je sais pas, c'est une petite impression que ça me donne, et ça me fait plaisir parce que j'adore La Belle et la Bête, mon troisième film Disney Animation Studios préféré, et oui, mon numéro 2 de ce classement aussi, hein, parce que mon premier n'est pas dans cette période.
hein, si vous avez suivi. Et c'est pas pour rien que je me suis gardé ce film pour les derniers Disneyfiles. Hein. Ce sera l'un des derniers grands films classiques Disney que je traiterai en Disneyfile. Hein, sans compter bien entendu les nouvelles sorties qui me donneront plus de matériel évidemment, mais ouais, il y aura quelque chose de très particulier à faire là-dessus. Ce sera une série de vidéos que j'essaierai de rendre un peu particulière pour terminer entre guillemets sur une note très forte. Et donc je suis content que depuis quelque temps, on lui octroie plus de mérite dans les sondages. Et enfin, le numéro 1. Je suis prêt. Votre film préféré de la liste, mon film préféré aussi, je lui mets la note de 19 sur 20, c'est mon Disney préféré. Alors pourquoi pas 20? Tout simplement parce que je n'aime pas mettre des notes de 20 sur 20 parce que ça voudrait dire que c'est parfait. Le film ne l'est pas parfait, il y a certains moments qui sont pas vraiment terribles, notamment la scène finale. Mais bon, ça me gâche pas l'appréciation complète du film, puisque pour moi la véritable scène de combat, c'est la scène de l'avalanche, le combat dans les montagnes, qui est pour moi la scène la plus forte qu'a réalisé Disney au niveau action. Donc voilà, les problématiques, les problématiques qui sont abordées dans ce film sont vraiment intéressantes. On a une question voilà, de la place dans la famille, un nouvel aspect, une nouvelle civilisation éloignée du mode de vie occidental moderne, qui est le mode de vie chinois qui est abordé, même si voilà, on ne montre pas énormément de culture chinoise, c'est peut-être un peu dommage. Mais sinon, l'héroïne est vraiment attachante. L'humour est présent, Mushu est un très bon sidekick, Shan Yu est un très bon méchant, et même tous les personnages à côté, hein, que ce soit Yao Ling et Shenpo, l'empereur ou même son conseiller, ils ont tous des personnalités que je trouve intéressantes. Voilà, tous les personnages dans ce film sont réussis. Pour moi, c'est le seul film Disney qui arrive à faire ça, qui arrive à réussir tous ces personnages. C'est pourquoi je lui mets cette note de 19. L'un des soucis avec ce sondage, c'est que c'est difficile de ne pas se répéter par rapport à ce qui a déjà été dit avant. Parce que oui, j'ai déjà parlé en long et en large de ce film. J'ai fait un Disneyfile version 2. J'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai fait un top retour, etc. J'ai tellement parlé de ce film en long et en large que qu'est-ce que je peux dire d'autre? Très bon film, des choses à redire, mais ça n'ôte rien au message fort, à l'ambiance très intéressante, l'action vraiment prenante, l'humour très sympathique, et énormément de choses géniales dans ce film qui font que je suis vraiment grandement pris dedans et qui font que c'est mon deuxième film Disney Animation Studios préféré. Pas très loin devant La Belle et la Bête, mais quand même légèrement devant La Belle et la Bête. Et je suis content. Je suis content qu'il soit numéro 1 parce que c'est moi aussi. Je suis content, vous avez les mêmes goûts que moi. Bon, j'espère une fois de plus que certains votes n'ont pas été faits simplement pour se conformer à mon opinion. Hein, que c'était vraiment par rapport à vos opinions que vous avez mis toutes ces notes. Qu'il n'y a personne parmi les 360 votants qui s'est dit tiens, je pense exactement la même chose que Mayolek parce qu'il l'a dit, donc je vais noter ces films en conséquence par rapport à ça. J'espère que vous n'avez pas fait ça. Voilà, un petit truc que je dis. Et ouais, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas eu trop de personnes qui ont fait ça, je suis content de voir qu'il y a une espèce de petit consensus, léger consensus global entre nous par rapport à ça. Alors même si bon, ça reste une note moyenne, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont plus moins apprécié ce film que d'autres, évidemment. Ce qui me désole avec ce top 9, c'est que la quasi-totalité, voire la totalité, auront droit à un remake live action. Mais vraiment, quand on y pense, vraiment de La Petite Sirène à... Alors le dernier en date c'est Tarzan quoi, chronologiquement parlant. La Petite Sirène à Tarzan, on va voir quoi comme remake live action? Qu'est-ce qu'on va pas avoir en fait techniquement si je regarde ça par rapport à l'ordre des notes. La Petite Sirène c'est pas encore sûr. J'ai pas souvenir qu'un remake live action a été lancé, mais ça me surprendrait pas une seconde que ça se fasse. Pocahontas, c'est prévu. Hercule, c'est prévu. Le Roi Lion, ça va sortir en 2019. Aladdin aussi, ça va sortir en 2019. Tarzan, ça a été annoncé, il me semble. Je suis presque sûr que ça a été annoncé. Le Bossu de Notre-Dame, ça n'a pas encore été annoncé, ça, donc je sais pas trop.
ça, c'est sans doute le moins à même d'avoir droit à un remake live action. Encore que, on n'est vraiment pas sûr. La Belle et la Bête, ça a déjà été fait. Et Mulan, c'est prévu dans pas longtemps aussi, en 2020 il me semble. Donc ouais, tous ces films-là qui sont classiques, que les gens adorent très bien tels quels, vont avoir droit à des remakes qui vont tabler sur la nostalgie. Et une fois de plus, je trouve ça... Mais... Je trouve que c'est de la manipulation de l'attrape nostalgie un peu grossière. Ça m'embête que ça marche à ce point. Enfin bon, je vais pas non plus trop partir sur une tangente là-dessus, c'était pas le but. Néanmoins, ouais, c'est ce top 9, pas forcément l'ordre de ce top 9, mais ce top 9 était évident par rapport au film qui le composerait. Il y a une différence de notes très notable entre le numéro 10 et le numéro 9 qui était vraiment prévisible. Ça n'empêche pas quand même, ça m'empêche pas d'apprécier sincèrement certains de ces films qui sont avant la 9ème place et qui gardent quand même une bonne place chez moi. Mais c'est vrai que ouais, c'est cette période de l'âge d'or qui a le plus marqué. Et à raison, c'est parce que ce sont des films et qui ont été faits avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus de moyens et une vraie vision. Qui reprend une certaine formule, mais une formule qui marche très bien et qui peut vraiment se plier pour donner des films très bons. Alors que c'était beaucoup moins cadré avant dans les films précédents, ce qui fait que ouais, ils ont moins été... ils ont moins marqué. Et puis il y a le cas un peu particulier de Bernard et Bianca 2 et qui s'est moins bien fait voir parce que ouais, il y a un côté suite téléfilm, j'en parlerai hein, quand je ferai la critique en janvier, donc je parlerai de ça. Donc je comprends un peu pourquoi ça s'est moins fait remarquer. Et puis bon, le côté suite aussi, c'est la première suite que Disney Animation Studios a faite et ça a été la seule qu'ils ont faite pendant un très long moment. Voilà, ben, ça va changer en 2019. D'ailleurs, ça a changé récemment puisque Les Mondes de Ralph 2 est sorti aux États-Unis depuis quelques temps. Et ouais, c'était un précédent et ça a peut-être pas autant attiré les gens qui, à l'époque, n'étaient pas autant pris par ce genre de suite. D'autant plus que Bernard et Bianca, malgré le succès que ça a connu, c'était pas non plus le film le plus générateur. Hein, qui a attiré le plus. Donc il y a ça à prendre en compte, pas mal de petits détails à prendre en compte. Et Fantasia 2000, qui est un film, j'irai pas jusqu'à dire de niche, mais un film qui attire vraiment un public un peu plus précis. Et ouais, c'est pas pareil. Cela dit, ouais, les années 2000, dès 2000, on sent quand même qu'il va y avoir un espèce de changement drastique et qu'on va essayer de suivre certaines formules, se soustraire de plus en plus de la formule Disney qui a énormément marché durant cette décennie pour suivre d'autres formules qui marchent bien. Et disons que ça se cassera un petit peu la gueule par moment, ça marchera pas tout à fait aussi bien. Mais bon, ça on le verra durant le prochain sondage de notation. En attendant, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer et d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt pour de futurs sondages mensuels comme d'habitude. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, et on se retrouve en 2019 pour d'autres sondages. C'est pas terminé. Merci à tous, au revoir.